L'estuaire de la Gironde, un espace unique en Europe, d'abord par ses dimensions, 75 km depuis le bec d'Ambès jusqu'à l'embouchure. Ensuite, par sa dynamique, le flux et le reflux des marées océaniques créent ici un mouvement perpétuel. Les femmes et les hommes qui vivent le long de ce cours d'eau ont en commun un attachement extrêmement fort à cet estuaire. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un artiste, un sculpteur de bois flotté qui vient chercher son inspiration ici, au milieu des eaux. Vous découvrirez ensuite les différentes vies de l'île Nouvelle, jadis dédiée à l'agriculture intensive. Elle est aujourd'hui un havre de paix où la nature retrouve ses droits. Enfin, nous aurons le privilège d'embarquer avec l'un des plus grands skippers français, Lalou Rouquayrol, à bord de son tout nouveau multicoque construit ici dans le Médoc, cap sur l'estuaire de la Gironde, mouvant et émouvant. Né de la confluence de la Garonne et de la Dordogne, l'estuaire de la Gironde est à la fois un espace fluvial et maritime. Depuis toujours, les hommes ont recours à lui pour naviguer, se nourrir, commercer, marquer des frontières. Rien d'étonnant donc à ce qu'aujourd'hui encore, il soit au centre de beaucoup d'activités. Ce matin, Eric a rendez-vous avec Franck Espagnier dans un petit port à côté de Blaye. Franck, tu m'as dit que tu m'amenais à la pêche, mais alors je ne vois ni canne, ni filet. C'est un poisson particulier. C'est un poisson sans arête. Il n'a aucune arête. Alors, il est un peu dur, et il est dur à trouver aussi également, et dur à pêcher. Et je suis seul à pêcher ce poisson ici dans l'estuaire. En fait, c'est du bois flotté, quoi. Ah ouais. Je pêche le bois flotté, uniquement le bois flotté. Parce que j'ai une grande passion depuis longtemps. J'assemble avec des bois flottés des animaux. En fait, je suis sculpteur. Sculpteur animalier surtout. Je fais, d'ailleurs là ici, il y en a un très beau. Du moins, il me semble très beau. Alors, j'ai jamais vu de pêche au bois flotté. Voilà. Ça ressemble à une pêche au bois flotté. Voilà. J'ai peut-être quelque chose de bien. C'est beau, Ouais, déjà. Déjà, il est beau. Hein. Déjà, il est beau. L'essence, ah ouais, si, c'est de l'acacia, c'est une très bonne essence, une très bonne essence. Tu reconnais tout de suite que c'est de l'acacia. C'est l'acacia, et puis j'ai un œil, regarde, j'ai la forme d'un œil, d'un orbite qui est là, donc celui-ci, ouais, je vais le garder. Je vais le garder. Attends, il y en a un autre, il faut faire vite parce que... T'as l'œil du chasseur, hein. L'œil du chasseur, ouais, il faut vite regarder, des fois... des fois, il y en a beaucoup, des fois peu. C'est du peuplier, mais je vais le prendre. Ah, joli. Je vais le prendre parce que il a déjà une forme assez... Ah ouais, particulière. Ouais, on va le garder. Celui-ci, on va le garder. On va le mettre là. Voilà, je vais le mettre ici. Souvent, quand on parle de bois flotté, on pense aux plages, océanes, sur lesquelles il y a ces bois. Mais toi, tu viens les chercher dans l'estuaire. Pourquoi ils sont un peu différents? Alors moi, je tends mes filets, mes mains. Je les tends ici dans l'estuaire parce qu'il y a dans l'estuaire de la Gironde une qualité de bois flotté. Il y a diverses essences. Là, j'en ai vu un, il me semble qu'il ressemble à une crinière. Alors, ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est du frêne. Je crois que c'est du frêne. Ouais, c'est du frêne. Ouais, c'est lui. C'est des racines de frêne. Le frêne, c'est bon. Le frêne, on fait des manches d'outils avec le frêne. C'est un bois très dur. Et là, tu dis, pour toi, c'est une crinière. Ouais, directement, je vois une chevelure, ça va me servir. Ça va me servir pour des chevaux, pour un lion, je sais pas, ça me servira. J'ai l'impression que ce que tu viens également chercher ici, c'est cette ambiance, quoi. Ouais, parce que là, les lumières, elles sont incroyables. Exceptionnel, ouais. C'est chargé de luminosité tout le temps, c'est jamais le même décor. Là, je vis dans un monde où je suis qu'avec la nature. Uniquement elle, mon bateau, mes bois flottés. L'estuaire, c'est une liberté. On se sent
Je ne suis pas dans une cadence de travail, de routine. Là, c'est la nature qui me rythme. Je dis souvent que j'ai été formé par une grande artiste, une très grande artiste, c'est la nature. C'est dans son atelier à Saint-Androny, dans le Blayais, que Franck Espagnet rapporte sa pêche miraculeuse. C'est ici que commence le processus de création qui va donner naissance à un bestiaire spectaculaire. Oh là là, la quantité de bois que tu as ici. C'est un stock incroyable de quelques années. Est-ce que tu dirais que chaque morceau que tu prends, il raconte une histoire? Ah, tout à fait, il raconte une histoire. Là, ici, je devine déjà directement que c'était une souche. Quand je le regarde comme ça, la nature, elle est venue avec l'eau, elle a refait tous les veinages du bois. Et dans ces veinages du bois, elle a sorti un nœud de bois qu'elle a vidé directement, elle a formé un œil. Et ici, grâce à l'eau et la silice, le sable et limon de l'estuaire, tout a été poli. Et ici, j'ai même pas à imiter la peau. Les rides, tout est fait, j'ai pas besoin d'outils. Elle a travaillé pour moi. Je suis un apprenti pour elle un peu. Des fois, j'aimerais rêver que c'est un message qu'envoie la nature. Une forme de communication, peut-être. Je travaille toujours des formes naturelles. Un crin naturel, une oreille naturelle creusée. Là, j'ai pas sculpté l'oreille, c'est une oreille de cheval. C'est génial. Elle est complètement creusée. J'ai trouvé, c'est long, c'est très long. Hein. Moi, je vois tout d'un coup apparaître effectivement un animal. Alors qu'on parle de bois mort, c'est un terme Oui. qui te choque. C'est quand même du vivant. Le bois mort, il ne s'est pas mort. Au contraire, justement, il est rempli de vie. Il vit, il change, il évolue. Lorsqu'il pleut, il est noir, il est foncé. Aussitôt le soleil arrive dessus, il sèche, les patines se réveillent. Tu es à la tête d'un bestiaire incroyable. Ouais, je crée que des animaux. Avec notamment des grands formats quand même. Des grands formats. J'attaque des pièces monumentales, mais aussi des petites œuvres, des toutes petites œuvres. Car dans les petites œuvres, j'ai appris, et moi, avec mes grosses pattes de sculpteur, de travailleur, j'ai appris la finesse, justement, à travailler le fin, le petit. Et ça m'a apporté beaucoup pour les grandes œuvres. Explique-moi, Franck, dans quelles circonstances tu as franchi le pas? Tu es devenu un artiste à part entière. Tout petit, j'allais dans la forêt, j'observais la nature et déjà dans les arbres, j'avais à l'époque, tout enfant, j'avais quoi, 10, 11 ans, je devinais des yeux, des formes sur du bois mort. Je m'amusais un peu à les assembler et je faisais des animaux, certes, mais ils étaient bâtonneux. C'était joli, il y avait une silhouette, mais c'était pas ça. Il a fallu du temps, il a fallu un choc énorme, émotionnel. Il a fallu que je subisse un grave accident de voiture en 2011 qui m'a envoyé sur un fauteuil roulant réparer une jambe. Et là, j'ai eu comme un déclic. Et au moment où j'assemblais ces morceaux, au même moment, il fallait que je me répare. Et grâce à ce mal, ça a été un bien. Ah ouais. Effectivement, on voit une différence. Hein. Ouais. Moins bâtonneux, comme tu disais. Pour une pâte, eh bien, je prends une pâte. Je ne vais pas avoir plusieurs morceaux. J'attends que la pâte, par exemple pour le cheval, elle est cassée à l'arrière. Donc je respecte ces formes naturelles au maximum. La croupe, c'est pareil. Je vais chercher une croupe, un mouvement de croupe entier, un coup. Je vais chercher directement un coup. Avant, j'aurais mis plusieurs bâtons. C'est complètement plus du tout le même travail. Tu t'es réparé physiquement. J'imagine que tu t'es aussi réparé moralement. Oui. Je repense à ce matin, lorsqu'on était sur l'estuaire. L'estuaire, il a joué un rôle quand même dans tout ce processus. Ouais, c'est un pansement, ça a été une cicatrisation pour moi, ça a été ma pommade. Ça a été, oui, moi l'estuaire, je lui dois beaucoup, quoi, énormément. Voilà. Tous ceux qui fréquentent l'estuaire savent qu'il a de la personnalité. Parfois charmeur, paisible, il peut aussi soudainement devenir violent, dangereux. Certains ici l'appellent la rivière, d'autres la mer de Gironde. Son lit ne cesse de bouger, sa physionomie de changer. L'estuaire est comme un magicien qui fait apparaître et disparaître des terres au milieu des eaux.
Un archipel singulier, coincé entre deux rives. Katia, on voit un peu partout des îles, des îlots. Quand on parle d'archipel, c'est vraiment le cas. C'est un chapelet d'îles, en Tout fait. à fait, un chapelet d'îles. Et depuis le XVIIIe siècle, en fait, ces îles apparaissent et disparaissent. C'est vraiment le seul estuaire de France sur lequel les îles peuvent se former et disparaître au fur et à mesure du temps. Et comment ça s'explique, ça? Alors, on a deux fleuves qui se jettent dans cet estuaire de Gironde, deux fleuves qui sont la Garonne et la Dordogne. Ce fleuve charrie chaque année 2 à 3 millions de sédiments, ce qui est énorme. Donc à l'origine de ces sédiments, il y a une formation du bouchon vaseux qui se déplace d'amont en aval de l'estuaire. Et c'est ce bouchon vaseux qui va créer les bancs de vase, qu'on appelle les vasards, qui au fur et à mesure du temps se végétalisent et forment ce qu'on appelle les îles. Avec 6 km de long, 700 mètres de large, l'île Nouvelle est l'une des plus grandes de l'estuaire. Elle est née de la réunion de deux îlots apparus au XVIIIe siècle. Très vite, les hommes vont élever des digues, 12 km au total, pour y cultiver la vigne. On y construit même un village pour ceux que l'on appelle les Iloutes. Il a un joli nom, d'ailleurs. Oui, c'est le village sans pain parce que la vie a été difficile pour ces habitants des îles que sont les Iloutes. Et parfois, c'était difficile de retourner au continent pour se ravitailler justement en pain. Et les tempêtes les ont un petit peu isolés du reste du monde. Donc sur ce village de l'île sans pain, on avait une trentaine de familles qui étaient ici. Beaucoup de monde dans ce village parce qu'une activité viticole importante. Oui. Pourquoi la vigne s'est particulièrement développée sur les îles? Alors, il y a eu un véritable âge d'or au moment de la crise du phylloxéra sur le continent qui ravageait tout le vignoble bordelais. Grâce aux coutumes en fait, d'inondations régulières 40 à 50 jours de l'année menées par les Iloutes, les vignes étaient protégées de l'insecte ravageur. Quand les autres avaient du mal à cause du phylloxéra, ici, Voilà. on sortait du vin, quoi. Ici, on sortait du vin, effectivement. Et en 1922, sur l'île Nouvelle, on raconte qu'il y avait plus de 5000 tonneaux produits sur la seule île Nouvelle, en fait. Ah, il y a un personnage dont on n'a pas parlé qui était important, c'était le facteur. Je sais pas si Oui, vous en avez le raconté. facteur, c'était le lien entre le continent et les îles, en fait. C'est lui qui, effectivement, ramenait le courrier, mais qui parfois aussi pouvait ramener le pain et les premières courses, les premiers produits de nécessité pour les habitants, les Iloutes. Quand on dit île, il y a un mot qui vient assez facilement, c'est isolement. Est-ce que tu penses que ça s'appliquait aux gens qui vivaient là? À l'époque, c'était des territoires isolés, des territoires d'aventure. Alors que le continent était juste à 300 mètres, quoi. Mais considéré comme insalubre parce que le limon montait, la tempête isolait les Iloutes, on était loin de la rive, loin de la terre ferme finalement. Et des petits bouts de terre, des petits bouts du monde. Il y a une âme sur ces îles. Il ne faut pas l'oublier, il faut la conserver et la transmettre. Les derniers habitants de ces villages sur les îles sont partis dans les années 70, quand l'agriculture n'était plus assez rentable. Pour que cette histoire ne disparaisse pas dans les oubliettes de la mémoire, l'association Nous Autres a réalisé un web documentaire. 5 ans de travail pour collecter la parole des anciens Iloutes. La liberté surtout qu'on avait. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus. On faisait ce qu'on voulait. Et puis, il y avait une atmosphère quand même. On était tous très unis. On se voyait tous. 7-8 ans, c'était mes premières vendanges. Et puis le matin, j'allais mettre les artichauts en caisse avec maman. Parce qu'on marchait à l'heure solaire et à 4 heures, eh bien, on se levait. Ce sont des gens qui parlaient peu, à qui on ne donne jamais la parole. Et pour nous, c'était une manière de les réhabiliter un petit peu dans cette histoire-là, de leur redonner un petit peu une dignité par rapport à leur présence ici. Olivier, lorsqu'on parle d'île, on a des images qui viennent, un peu paradis, villégiature. C'était pas du tout le cas ici. Non, on n'est pas sur les Baléares, hein. On est dans un endroit où ça a bossé dur. Hein. Et voilà, donc ici on est dans un chai extraordinaire, donc il faut imaginer qu'avant il y avait 4 chais comme ça, donc on peut imaginer que voilà, il y avait, ça bossait, donc il y avait des vignes partout, et donc il y avait des ouvriers agricoles, il y avait plein de gens qui travaillaient à fond. Toute l'organisation des villages était autour du travail.
On n'est pas ici si on ne vient pas travailler ici, d'accord? Notre grand plaisir, c'était, quand on avait le temps, et surtout le dimanche, de pêcher les crevettes. Alors, on se pêchait les crevettes à la cale. Et alors après, on en faisait frire une bonne poêlée, et c'était pour boire l'apéritif. Il en est resté un morceau de moi, là-bas. Il faut vivre ici. Aujourd'hui, tu l'as vu, il fait pas très beau. On imagine que l'hiver, la pluie, le vent, la boue. Donc les gens partagent ça. Alors, c'est difficile. Et puis on vit les uns à côté des autres. D'accord? On fait société ici. Il y a vraiment une communauté. On a senti des gens qui étaient vraiment... Ilout, ça veut dire quelque chose. Voilà, ça veut dire appartenir à ça. On nous a confié cette parole, cette mémoire, en toute simplicité, avec une grande franchise et une grande confiance. Et c'était très touchant. Pour vivre et travailler sur ces îles, les hommes n'ont cessé au fil des siècles de tenir tête aux éléments, à coups de digues, d'enrochements. Mais cette approche évolue. En 1991, le Conservatoire du littoral rachète l'île Nouvelle et en confie la gestion au Conseil général de la Gironde afin de mettre en valeur son remarquable potentiel écologique. Les choix opérés vont être radicaux. Quand une partie de la digue nord cède lors de la tempête Xynthia en 2010, il est décidé de ne pas la réparer. Donc là, en bateau, en fait, on passe là où il y avait la digue. Et donc il y a plus de 10 ans, ici, on n'aurait pas pu naviguer, puisque c'était l'île encore, c'était la terre ferme, quoi. Là, on était sur l'île, ouais. Objectif, renaturer, reconnecter l'île à l'estuaire en laissant à nouveau l'eau y pénétrer au gré des marées. Le terme renaturation, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est un endroit qui, par les hommes, avait été modifié. Et là, on redonne cet endroit à la nature. Effectivement, on a vu, une végétation typique d'une île de l'estuaire se recoloniser cet espace assez rapidement et offrir des habitats et un environnement propice à toute une faune. Paysage de vasières, de roselières, c'est quand même totalement inattendu. Il faut se remettre en tête qu'on est dans l'île. Est-ce que ces espaces, ils sont intéressants pour la vie, pour les animaux? Oui, ils sont intéressants pour les poissons. À marée haute, ils vont rentrer à l'intérieur de l'île et venir s'alimenter sur ces zones de vasières qu'on voit là découvertes. Quand on dit havre de paix, tu penses que ce terme, il s'applique vraiment à cet endroit? Oui, c'est un havre de paix. Oui. C'est un endroit où les oiseaux, notamment, peuvent avoir un moment de quiétude et de calme, sans des dérangements. Loin des perturbations humaines, quoi. Tout à fait. Ça fait des années que tu travailles sur cette île et si proche de l'estuaire. Tu te sens un peu, si ce n'est Ilout, lien? Oui, on est un peu les Iloutes d'aujourd'hui. L'estuaire, c'est un endroit assez majestueux, enfin assez puissant. Voilà, on sent les forces de la nature qui peuvent s'exprimer ici, surtout en hiver. Ouais, c'est un endroit assez magique et assez retiré de la civilisation. Parce que le meilleur moyen de connaître l'essence même de cet estuaire, c'est d'y naviguer, Éric prend la direction de Port-Médoc. Il y retrouve l'un des plus grands skippers français, un enfant du pays, Lalou Rouquayrol. Il y a quelques jours, sortait de son chantier de construction son tout dernier multicoque. La mise à l'eau est toujours un moment particulier pour toute l'équipe. Après la dépose du mât, on enlève les derniers câbles. Un peu comme on coupe un cordon ombilical. Salut Lalou! Salut Eric!
Dès la première vision, je dois dire, je suis très impressionné. On a l'impression de voir une bête de course. Parce que c'en est une. Tout simplement. C'est une bête de course, ouais, c'est une bête de course, donc catégorie multi-50. Multi-50, 50 pieds, donc 50 pieds, 15 mètres 24 de long, 15 mètres 24 de large, donc c'est un carré. Et puis 22 mètres de mât, donc ça fait une belle bête. Ouais. Visuellement, hein, on sent qu'il est prêt à bondir, quoi. Qu'on est dans ce qu'on appelle parfois les Formule 1 des mers, c'est un peu ça quand même. On est dans une Formule 1 des mers, ouais, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait le bateau a été vraiment conçu donc, pour la course, ça n'est qu'un bateau de course, donc tout est consacré à la vitesse. Bateau imaginé, conçu et fabriqué ici dans le Médoc, c'est quoi un chantier de construction d'un tel navire? Eh ben, c'est 2 ans donc, de gestation, c'est 30 000 heures passées donc, avec entre 15 et 20 collaborateurs donc, durant les 2 ans. C'est de la technologie aussi? De la haute technologie donc, mise en œuvre, c'est-à-dire qu'en fait on a travaillé avec à la fois des matériaux composites avec des collages donc, particuliers, avec donc, une résine recyclée. Donc on est vraiment dans le top de ce qui se fait en termes de matériaux composites. Très peu de sorties, je crois, donc c'est un privilège d'être là aujourd'hui. Ben, complètement, parce qu'on est à la 10e sortie, donc on va faire la 11e aujourd'hui, donc écoute, bienvenue. Ok, stop. Allez, pousse un peu. Alors, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas violent, mais c'est constant. Ah, dis donc. Alors là, on va changer de vitesse. Ah, voilà. Voilà. Là, c'est moins violent. C'est super physique, hein, la voile, hein, quand même. Hein. Ah ouais, au niveau cardio, on le sent. Hein. Ah bah ouais. Waouh, c'est super intense. Ah. Alors j'ai vu qu'il y avait l'un de ces fameux foils que tu avais activé. Ça sert à quoi le foil? Ça permet donc d'augmenter considérablement la vitesse du bateau. C'est-à-dire que quand on est à 20 nœuds environ, 19-20 nœuds, là tout de suite on a descendu le foil, on est passé à 25. Alors 25 nœuds, ça fait combien? Un peu moins de 50 km/h. Ah ouais, quand même. Ouais, ça commence à faire pas mal. Ah ouais, ça fait, sur l'eau, ça fait, ouais. Ouais. Si tu tombes à 40 km/h, tu vois, donc sur l'eau, la surface va te sembler vraiment très très dure, quoi. Quand le bateau décolle, que la vitesse augmente, tu ressens quoi? De l'adrénaline? Je ressens bien sûr de l'adrénaline, mais si tu veux, ça fait 35 ans que je fais ce métier en professionnel et ça fait 35 ans que je prends du plaisir sur ces machines de guerre. C'est aussi la fascination d'aller vite sur l'eau, d'aller plus vite que le vent sur l'eau et la fascination de ces machines incroyables que sont les multicoques. Est-ce que tu te souviens l'âge que tu avais la première fois où tu as navigué et où? Alors je me souviens très bien de l'âge, j'avais 6 ans. J'avais appris donc l'année avant donc, à nager et tout de suite mon père m'a mis sur un optimiste au CNV, donc au Cercle Nautique du Verdon, à la pointe Médoc, au Verdon-sur-Mer. Donc tu as commencé ta carrière dans l'estuaire? J'ai commencé ma carrière donc, sur l'estuaire à 6 ans. Il y a quelque chose de particulier avec cet estuaire, c'est qu'au bout, il y a le monde. C'est ça. Ah ben totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux Cordouan est la dernière limite avant le Nouveau Monde. Est-ce que ta vie aurait été la même si tu n'étais pas né dans le Médoc et à côté de cet estuaire? Je suis né avec la sensation d'avoir l'estuaire d'un côté, mais aussi donc l'océan de l'autre. Donc d'être sur une presqu'île. Nous on est en pointe Médoc, donc la pointe Médoc c'est vraiment bercé par les eaux.
Tu as un rapport fort, inévitablement, avec cet estuaire. Avec l'estuaire, avec la mer et avec l'eau en général, ouais. On est en train de passer à côté du phare des rois, du roi des phares, Cordouan. C'est quand même toujours une image magnifique, même pour toi qui as vu des contrées lointaines sur ce bateau. Mais largement, tu vois, quand justement, après une campagne un peu longue de 2 mois ou 3 mois des fois, après une transat Jacques Vabre ou après une route du Rhum, tu reviens avec ton bateau et que tu passes le long de Cordouan, il y a toujours un pincement au cœur parce que tu T'es chez toi. de rentrer chez moi, c'est ça. J'arrive chez moi.